on a deux professionnels auxquels on tient beaucoup et qui sont très compétentes. Vous avez Sandra Libassard qui est la modératrice et qui est là et qui est chargée de mission, en particulier pour la vie du réseau. Et puis Margot Rosio qui va présenter ce webinaire avec moi c'est le premier, et le thème qu'on a choisi pour cette fois-ci, c'est rejoindre le réseau d'Églises ouvertes dans tous ses aspects, tous ses détails. Est-ce que c'est une démarche qui est difficile ou pas? Donc en fait, c'est ça qu'on va essayer d'aborder ce matin au cours de ce premier webinaire. Mais il y en aura toute une série d'autres sur des thèmes qui sont des thèmes qui vous préoccupent et qui préoccupent tout un chacun, comme par exemple la question de la sécurité. Et dans les prochains webinaires, on essaiera à la fois d'apporter des informations générales que nous pouvons synthétiser et des témoignages très précis, concrets, de tels ou tels qui font partie des 162 membres adhérents du réseau Églises ouvertes en France en ce moment. Voilà un petit peu dans quel esprit on continuera les choses. Sûrement, on fera un webinaire tous les trimestres et ça permettra d'avoir une véritable dimension nationale et faire vivre le réseau au plan national de manière plus concrète et vivante. Voilà. Est-ce qu'on commence maintenant ou est-ce qu'on attend encore 2 minutes? On en est à combien, Sandra, de présents? Attendez, on va regarder ça. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17 affichés, Sandra. 17, c'est ça. 17. Bon, on attend 17, encore 2 minutes. Est-ce que tel ou tel d'entre vous veut intervenir ou poser des questions déjà tout de suite pour qu'on ne perde pas ce temps qui est précieux pour tout un chacun? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Il y a un silence. Je ne dirais pas qu'il est religieux, mais il est total. On va peut-être commencer. Alors, voilà. Donc, un grand merci de nous avoir rejoints. Vraiment, pour nous, c'est une joie d'être en contact direct avec vous. Et on est, que ce soit Margot, Sandra ou moi, très touchés que vous soyez dans des lieux aussi éloignés les uns des autres et avec des responsabilités différentes. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est en fait les éléments essentiels sur Églises ouvertes. Je vous rappelle que c'est une association qui est loi 1901 et c'est une association qui est au chevet du patrimoine religieux. C'est son élément constitutif, c'est son objet, être au chevet du patrimoine religieux. Et le tout dans une organisation qui finalement est une organisation confédérale et européenne avec la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Donc ça, c'est une vraie singularité. Sinon, il y a un pilotage comme toute association loi 1901, avec un bureau, avec des administrateurs, mais les administrateurs d'Églises ouvertes France, ce sont en grande partie des experts bénévoles dans le domaine du patrimoine religieux au sens large, et ils viennent donc en appui et ils sont là pour copiloter. Nous avons 2 chargés de mission dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Margot qui va intervenir et Sandra qui, là pour aujourd'hui, est modératrice de ce webinaire. Mais le plus important peut-être de tout,
dans la singularité d'Église ouverte France, c'est le fait qu'au-delà d'une simple association loi 1901 de type confédéral, nous avons ensemble, avec nous, 300 bénévoles sur le terrain qui sont disséminés auprès de chacune des églises adhérentes. Il y a dans certains cas une seule, 2 personnes, mais dans d'autres de véritables équipes qui sont sur le terrain et qui rentrent dans le dispositif global d'Église ouverte France. Et l'originalité de cette association, c'est qu'on essaie de faire le maximum pour travailler en synergie. Le siège, c'est pas facile, le siège originel et encore aujourd'hui est à Arras, mais nous sommes disséminés, même les membres du bureau, et les administrateurs, nous sommes disséminés dans plusieurs départements. Donc, nous maintenons un lien et une synergie avec des réunions en délit avec le personnel 2 fois par semaine et des réunions du bureau opérationnel et des réunions du conseil d'administration qui très souvent sont en visioconférence. Voilà en quelques mots les éléments essentiels d'Église ouverte France. Alors ensuite, ce qui nous caractérise aussi, et qu'il faut que vous sachiez dès l'introduction, c'est qu'en fait, nous avons un objectif qui est clair. L'objectif d'Église ouverte France, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder au patrimoine religieux, mais d'y accéder concrètement, c'est-à-dire que ils ne trouvent pas une porte fermée. Et que, croyant ou incroyant, ils puissent pénétrer à l'intérieur d'un édifice. Et ce que nous voulons en même temps, c'est que ça soit l'occasion pour eux d'une redécouverte d'un bien qui finalement est un bien commun et qui est un bien collectif. Et nous souhaitons, et ça fait partie de nos objectifs clairs, de contribuer à la sauvegarde et à un héritage, au maintien d'un héritage qui est un héritage commun et un héritage collectif. Donc, voilà ce qu'est à grands traits Église ouverte France, voilà ce que sont nos objectifs. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est notre premier webinaire de découverte. C'est le premier, donc il faudra nous excuser s'il y a des ratés techniques. Ensuite, ça sera un webinaire trimestriel et qui sera un webinaire thématique. Alors, voilà comment nous allons faire. On ne va pas abuser de votre temps. On a prévu un déroulement en 3 temps et au terme de chacun de ces temps, nous vous donnerons la parole pour répondre à vos questions. Alors, le premier temps, ça sera le réseau Église ouverte, c'est quoi exactement? Ensuite, on verra comment on peut rejoindre le réseau et montrer qu'en fait, c'est une belle aventure. Et après, on vous expliquera comment on vit dans le réseau et comment ça peut être pour une église qui rentre dans le réseau une nouvelle vie. Mais commençons donc par le commencement. Le réseau Église ouverte, c'est quoi? Vous voyez le petit gamin là qui est à la porte de l'église. C'est un cliché qui a été pris dans l'une des toutes premières églises du réseau et c'est un jeune Belge et il y a tout un symbole sur l'accueil, les fleurs, la bannière. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, revenons justement sur les origines. C'est un retour sur les origines d'Église ouverte France. En fait, vous savez qu'on a un patrimoine religieux qui est tout à fait exceptionnel en quantité. Là,
Margot vous a projeté à l'écran le slide où, à grands traits, on résume la situation. Il y a plus de 40 500 églises en France, 500 qui sont en péril, et seulement 821 qui sont protégées au titre des monuments historiques. Donc, il y a un nombre impressionnant. Et surtout, ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'en fait, il y a un patrimoine religieux qui est d'une grande qualité artistique, et en même temps, ce sont pour tout un chacun des lieux de culture de proximité. Et c'est ce qui fait que finalement, en France, comme en Belgique, comme au Grand-Duché de Luxembourg, il n'y a pas de désert patrimonial, il y a des musées de proximité que sont chacune de ces églises. Mais en même temps, vous savez qu'elles sont en souffrance, elles sont souvent fermées au public, très souvent fermées, et surtout elles manquent d'entretien parce qu'elles sont, au moins en France, au carrefour de propriétaires, d'affectataires et d'utilisateurs, ce qui rend complexe la gestion de l'entretien des bâtiments. Alors, cet état des lieux du patrimoine religieux en France, c'est devenu en fait aujourd'hui un véritable sujet de société, et c'est au cœur de pas mal de préoccupations, même si on a des préoccupations gouvernementales et de fonctionnement politique et de budget au plan national. La question des églises et du devenir des églises est une question qui est au cœur des préoccupations. Alors, c'est sûr que l'incendie de Notre-Dame de Paris, ça a encore attisé la question et ça a reprojeté encore en avant l'actualité de cette urgence. Si on fait un rapide tour d'horizon, en fait, il y a le monde civil qui s'est emparé du sujet. Il y a le rapport du Sénat de juillet 22, de Pierre Ouzoulias, d'Anne Ventalon. Il y a les études du groupe de l'Assemblée nationale, en particulier avec Jérémy Pétrus-Latrier, mais il y a tout le travail de fond qui a été fait par les États généraux du patrimoine religieux à l'initiative de la conférence épiscopale. Et puis il y a tout le travail qui est fait au quotidien par les maires, par les présidents de CDC, les présidents de communes nouvelles. Et puis il y a même le monde catholique qui est maintenant au cœur de cette question. Aussi bien au niveau du pape, c'est le pape François qui était le premier à tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait un affront à laisser les portes closes des églises. Et puis, il y a eu toute une série de colloques organisés sur l'ensemble du territoire en France, souvent d'ailleurs en partenariat entre les diocèses et les conseils départementaux. Alors, dans ce contexte, c'est là que se situe la création de d'Église ouverte France. En fait, le projet, il a démarré en Belgique. Il a démarré en Belgique il y a maintenant pratiquement une vingtaine d'années, et il a été repris très vite par le Pas-de-Calais, par le 62, et c'était un co-attelage du conseil départemental et du diocèse pour trouver une solution au problème du patrimoine. Et l'équipe qui a émergé dans le Pas-de-Calais s'est articulée s'est rendu compte que côté belge, il y avait l'ASBL, Open Churches Belgique, qui justement avait été déjà pionnière et avait lancé des opérations dans ce sens-là. Donc, en fait, très vite est née Église ouverte Nord de France, il y a 10 ans, à partir du Pas-de-Calais, articulée sur le projet et l'existence de ce qui se passait en Belgique et d'une autre association sœur dans un système qui est devenu un système confédéral. Alors aujourd'hui, il y a plus de 550 édifices, comme vous le voyez sur la carte. Vous voyez donc
la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, en France 162. Et ce qui est intéressant, c'est que les 162 se sont répandus depuis que Église ouverte Nord de France est devenue Église ouverte France il y a 2 ans. Vous voyez que le réseau commence à se répandre. Il y a 7 régions maintenant qui sont atteintes, enfin qui sont concernées, et il y a déjà 19 départements. Alors les régions qui sont concernées, c'est les Hauts-de-France qui arrivent en tête, hein, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, mais il y a ensuite le Grand Est avec la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, les Vosges, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, et puis plus récemment, Centre-Val de Loire avec le Cher, la Bourgogne-Franche-Comté avec la Saône-et-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec, c'est le point numéro 1, là tout à fait en bas, avec le Vaucluse. Et il y a donc les Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-Atlantique et la Normandie avec la Manche, le Calvados et l'Orne. Voilà donc où nous en sommes, avec bien sûr les objectifs que j'avais évoqués en introduction, des objectifs très clairs et qu'on a tous en commun, de la Belgique en passant par le Grand-Duché de Luxembourg et la France, c'est rendre accessible, mettre en valeur le patrimoine religieux, créer des outils de médiation et aider les équipes locales à s'approprier leur patrimoine de proximité. C'est ça vraiment notre leitmotiv et ce sont vraiment nos obsessions et en même temps nos objectifs très forts. Rendre accessible, mettre en valeur, créer des outils, aider les équipes locales. Alors, pour la suite, parce que moi j'ai déjà beaucoup parlé et beaucoup trop, c'est Margot qui va justement vous présenter notre communication et vous allez voir que c'est une communication qui est forte et construite. Margot, à vous de jouer. Merci Marie-Josée. Donc, attendez, je change de diapo. Donc voilà, sur l'ensemble du territoire du réseau européen, vous avez une communication qui est vraiment unique et commune. Que vous soyez dans l'église de Ménherbe que vous avez vue dans le sud de la France ou l'église Santa Maria en Suède, vous avez vraiment cette même communication qui revient dans les différentes églises du réseau. Notre but, c'est vraiment d'offrir des outils professionnels aux membres du réseau. Et donc, ça passe d'abord par cette grande bannière ouverte, église ouverte et accueillante. Donc, l'idée, c'est de l'accrocher sur le fronton de l'église à l'entrée pour montrer que l'église est ouverte et qu'il se passe quelque chose et surtout de ne pas hésiter à en pousser la porte. Cette bannière est accompagnée de la plaque façade. Donc, cette plaque façade reprend le vocable de l'édifice et un QR code qui mène vers la page de l'église sur notre site internet, mais ça, on y reviendra après. Et on a aussi les horaires d'ouverture. C'est très important si un visiteur se heurte à une porte close qui n'est pas forcément toujours agréable, il peut se référer directement in situ sur les horaires d'ouverture et repasser s'il a l'occasion plus tard. On a cette communication à la différentes échelles. Donc, on a d'abord une carte par entité. Donc, ici, je vous présente la carte éditée à 28 000 exemplaires en France. Donc, c'est une pochette avec à l'intérieur une carte régionale qui reprend l'ensemble du réseau français et avec, pour les églises de la région, les horaires d'ouverture, les adresses, des éléments pratico-pratiques pour le visiteur. Si elle est située sur un chemin de pèlerinage, si elle est monument historique, autant d'éléments aussi qui peuvent interpeller le visiteur. En Belgique, elle est éditée à plus de 250 000 exemplaires et elle est distribuée comme en France dans les églises du réseau et les offices du tourisme, mais également sur les aires d'autoroute et les lieux de tourisme. Donc, ça peut être musée, parc et compagnie. Et ce qui est très intéressant, vous avez vu la carte précédemment de notre réseau, il est très transfrontalier. On est présent dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est. Et donc, d'avoir cette proximité et cet outil de communication, c'est très intéressant pour les églises du réseau. Ensuite, in situ, vous avez aussi 2 livres d'or, un livre d'or adulte et un livre d'or enfant. Donc, le livre d'or adulte, c'est ce qui est plus classique, un nom, prénom, la date et les origines. C'est très intéressant de voir les origines des personnes, c'est très varié et très diversifié. Et on a des exemples de petites églises qui adhèrent au réseau qui sont perdues dans les fins fonds de certaines campagnes. Et
on a différentes nationalités qui passent dans ces villages. Et c'est aussi très important pour les bénévoles, ce livre d'or, parce que c'est là qu'il y aura le remerciement. Parce qu'on n'a pas forcément tous les jours le merci de venir ouvrir les portes, merci d'entretenir l'église, merci de la fleurir, merci qu'elle soit propre et accueillante. Et donc là, c'est vraiment ici que vous allez retrouver les visiteurs sont très attachés à ça et sont très attentifs, et donc ils vont vous remercier dans le livre d'or. Et le livre d'or enfant est un livre d'or en papier en dessin. Donc les enfants peuvent laisser un petit mot et dessiner dans le livre d'or. Bon, ensuite, il y a un petit badge pour les accueillants ou à l'occasion d'événements. Et vous avez 2 outils de médiation qui sont d'abord le visiter une église. Donc, c'est un dépliant un peu le visiter une église pour les nuls, entre guillemets. Donc, c'est reprendre les principaux éléments de vocabulaire qu'on retrouve dans l'église. Donc, on a l'autel, le confessionnal, les fonts baptismaux pour retrouver leur signification. Et ensuite, on peut proposer une visite active en famille de l'édifice avec le bingo église ouverte. Donc, les enfants sont très curieux et ça fonctionne assez bien. Ils sont avec leurs petites plaquettes, ils regardent un peu partout pour retrouver. Voilà, on a mis Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, on a mis des éléments architecturaux, mais aussi de nouveau le mobilier qui peuvent retrouver la définition dans le visiter une église. Donc, ça fonctionne assez bien. Donc, le site internet, c'est près de 500 visiteurs par jour. Donc, voilà comment se présente actuellement une page d'une église du réseau sur notre site internet. Donc, on aura bientôt un nouveau site internet à la rentrée 2026, en début d'année 2026. Donc, pour l'instant, voilà la page. Donc, ça sera plus ou moins le même format, mais beaucoup plus actuel, avec un site beaucoup plus pensé pour la photo, vraiment donner envie aux visiteurs et de faire waouh et de venir découvrir l'église. Donc, sur cette page, on retrouve les informations pratiques, les horaires, l'adresse, mais on a aussi un texte descriptif. Ce texte descriptif a plusieurs objectifs. C'est à la fois de donner envie aux visiteurs de venir, de se déplacer, de venir visiter l'église, parce qu'aujourd'hui, on prépare notre visite avant d'y aller, mais aussi d'avoir les premiers éléments de réponse quand on est sur place et qu'on veut découvrir l'édifice en autonomie. Ensuite, les informations, on en a parlé. On a une galerie photo-vidéo et on a les 6 éléments remarquables. Les 6 éléments remarquables sont notre marque de fabrique. En moyenne, un visiteur va rester 20 minutes dans l'édifice. En 20 minutes, qu'est-ce que vous lui proposez de retenir? Donc là, l'objectif, c'est pas de faire un inventaire de tout ce qui est classé, protégé, monument historique dans l'église, mais plutôt d'y mettre les éléments qui ont du sens. Il y a peut-être une statue qui n'a pas d'intérêt artistique, et encore tout est relatif, mais elle a une histoire, c'est la famille Intel qui l'a déposée dans l'église, ou voilà, vous avez plein d'objets, plein d'éléments dans votre église qui ont une histoire, et donc c'est ici qu'on le fait apparaître. Ensuite, quand vous organisez des événements, vous pouvez le mettre en ligne sur notre site internet. Et donc, ce qui est bien dans notre site internet, vous avez plusieurs entrées. Vous pouvez chercher, découvrir votre église via l'entrée édifice. Vous cherchez un édifice, c'est classique, mais vous pouvez chercher aussi un événement. Et donc, dans l'événement, vous allez retrouver votre église si vous avez un événement. Et après, on a le 3e onglet circuit. Si vous avez des circuits, le visiteur pourra retomber sur votre église via cet onglet. Donc, le site fonctionne par géolocalisation. Donc, si vous êtes dans l'église, par exemple, d'Amet-Juliachan, dans le Pas-de-Calais, vous pouvez voir que l'église d'Aire-sur-Alise, qui est également dans le réseau à quelques kilomètres, est également ouverte. Donc, vous pouvez pousser votre visite jusque-là. Donc, voilà pour nos partenaires. Oui, c'est vraiment une communication, comme Margot vient de vous le montrer, qui est une communication forte, en fait, avec des outils qui sont des outils professionnels. Alors, nos partenaires, finalement, l'ont compris et on a la chance d'avoir toute une série de partenaires, aussi bien locaux que nationaux. Alors, nos premiers partenaires, ça a été bien sûr les diocèses, et les conseils départementaux. Mais là, vous voyez qu'au plan national, il y a la sauvegarde de l'art français, la Fondation du patrimoine, les petites cités de caractère, la Conférence épiscopale des évêques, l'Institut pèlerin du patrimoine, la Fondation Stéphane Bern. Vous voyez aussi Bayard Service, Fondation Belles Églises, Patrimoine Environnement, donc la Fondation du patrimoine,
la Via Santi Martini, et c'est récent, mais on y est très attaché. Il y a tout un développement, une perspective avec eux. Et il y a aussi la Société française de campanologie, dont vous voyez le petit logo là, tout à fait en bas à gauche. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan local, bien sûr, le Pas-de-Calais, le département du Pas-de-Calais, du Nord, le département de l'Orne, le Calvados, les abbayes normandes, et puis la ville d'Arras, etc. Vous pourrez découvrir donc sur ce slide tous nos partenaires. Et on a eu en même temps, du coup, des soutiens qui ont été des soutiens éminents, et du coup une notoriété acquise maintenant, avec un prix de la Fondation Stéphane Bern, qui nous a été attribué en 2022. Au passage, vous voyez au centre Michel Tilly, qui était mon prédécesseur et qui a été le fondateur d'Église ouverte Nord de France, puis le premier président d'Église ouverte France. Et puis, vous avez cet autre événement, cette autre remise de prix, du prix Sésame de la Fondation du patrimoine, l'année suivante, en 2023. Donc, des outils professionnels, mais une communication forte, mais qui est reconnue et qui est maintenant notoire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est tout un travail qui est fait au service des équipes locales. Margot, vous nous en parlez de ce service des équipes locales, comment ça fonctionne concrètement sur le terrain? Oui, nous sommes là pour accompagner les équipes à n'importe quel moment de leur projet. Donc, on tape à la porte du réseau Église ouverte à plusieurs moments. Alors, d'abord, des fois, c'est en amont d'une restauration. Voilà, les élus se retrouvent devant le dossier de demande de financement pour la restauration. Et ils sont bien compliqués, ces dossiers-là. On se demande par quel bout on peut les prendre. Et ce que se fait les conseils départementaux ou même les grandes fondations, comme la Fondation du patrimoine ou la sauvegarde de l'art français, quand ils soutiennent un projet de restauration, ils sont très attentifs maintenant au devenir de cet édifice, donc de l'ouverture et de la valorisation. Donc, quand on a certains maires qui adhèrent au réseau en disant voilà, je suis en train de monter mon dossier de subvention, donc j'adhère au réseau Église verte, comme ça je montre que j'ai déjà la préoccupation de ce patrimoine et qui va vivre derrière, que ça ne va pas être de l'argent public investi et on va fermer les portes derrière. Ensuite, c'est le deuxième moment, ça peut être justement pendant une restauration où les travaux sont engagés. Et qu'est-ce que je fais après? Comment je valorise mon édifice après? Donc, le réseau peut être une solution à ce moment-là. Ou ensuite, c'est après la phase de restauration. Voilà, l'édifice est restauré, c'est tout propre, c'est tout beau. Et maintenant, je veux faire vivre l'édifice et donc j'adhère au réseau Église ouverte. Après, parfois, on a des équipes qui n'ont pas eu besoin de passer par la case restauration. Leur église est déjà ouverte, elle est déjà belle, elle est déjà accueillante, mais ils veulent le faire savoir, ils veulent aller plus loin encore. Et donc, ils adhèrent au réseau à ce moment-là. Donc, vraiment, on a autant de projets autour de l'église qu'on a de membres dans le réseau. Vraiment, on vous accompagne à n'importe quel moment et on suit les étapes avec vous. Donc, je vous propose un petit temps d'échange avec Marie-Josée après cette première partie, si vous avez des questions. C'est le moment. Qui se jette à l'eau? Ah, sûrement. Moi, je veux bien. Isabelle de Haute-Marne. Oui, allez-y, Isabelle. Une question par rapport au dépliant qui mentionne entre autres les 6 éléments remarquables. Oui. Je n'ai pas l'impression de les voir dans les églises ouvertes de Haute-Marne. Pas partout, en tout cas. Non, c'est optionnel en fait. Ces dépliants ne sont pas dans le pack d'entrée entre guillemets. C'est vraiment à la demande des équipes et ça a un coût supplémentaire c'est la cotisation d'adhésion au réseau Église verte couvre l'ensemble des outils une grande partie des outils que je vous ai présentés, tous les outils que je vous ai présentés et quelques autres que j'ai pas présentés précédemment. Mais le dépliant des 6 éléments remarquables n'est pas pris en compte. C'est un projet à part encore. D'accord. C'est pour ça.
mais financièrement, qu'est-ce que ça représente la conception et la réalisation en 1000 exemplaires de ce petit dépliant qui présente les 6 éléments remarquables, en quelques mots, ou Sandra ou Margot? C'est Sandra qui s'occupe des dépliants. Alors Sandra, qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est coûteux? Sandra, votre micro. Ouvrez votre micro. Ah, on n'entend pas Sandra. Oui, je suis là. Alors, je suis là. Vous êtes là. Je cherche exactement pour vous donner, le montant exact. Non, mais donnez l'ordre de grandeur. Sachant que 800, voilà, c'est ça. On est à un coût de 210 € pour 1000 exemplaires. 210 € pour fabriquer 1000 dépliants. Sachant que les 210 € comprennent la conception et l'impression. Et qu'après. Et l'envoi par la poste. Parce qu'on fait tout livrer sur place directement par le prestataire. Quand vous dites conception, c'est la mise en page ou déjà voilà, c'est ça. La création. D'accord, la création. C'est la création. La création graphique, parce que comme Margot l'a expliqué, il y a une charte graphique commune à toutes les églises du réseau. Donc on prépare avec vous les textes ou vous nous fournissez les textes, les photos, et donc on fait la conception graphique, on vous fait valider le tout. Et une fois que tout est bon, on envoie l'impression. Il faut compter une semaine à peu près entre l'envoi à l'impression et la livraison. Et ça arrive directement chez le membre. Okay. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça a beaucoup de succès. Mais vraiment, hein, quelle que soit l'église qui est adhérente. Et ce qu'on constate, c'est que, bon, alors, je parlerai pas des églises où il y a énormément de passages et qui sont vraiment des sanctuaires de pèlerinage, mais pour une église lambda, on écoule ces dépliants, ce petit triptyque avec les 6 éléments remarquables, on l'écoule sur une période de 2 à 3 ans. Et donc au bout des 2 ou 3 ans, il n'y a plus que l'impression et les frais d'envoi acquittés par l'église adhérente. Voilà. Donc vous voyez, il y a même pas à hésiter à faire un bricolage local, vous voyez, ou même une impression locale. Là, c'est un travail qui est très propre, qui est très homogène et qui, après, une fois qu'il est réimprimé, revient finalement à 2-3 centimes par petit triptyque que vous mettez à l'entrée de l'église. Voilà. D'autres questions? Oui. Monsieur Deschamps peut parler. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question sur votre ambition. Est-ce que c'est que chaque église de France soit affiliée à votre réseau? Est-ce que vous avez envie de vous étendre dans d'autres pays? Et où est-ce qu'on peut retrouver cette ambition ou ce cap-là? J'ai essayé un peu de chercher dans le site, mais j'ai pas réussi vraiment à la trouver. Et puis sinon, ça m'intéresserait aussi de savoir en termes d'organisation et d'assaut, qui compose le bureau? Est-ce qu'il y a un CA? Est-ce qu'il y a des financeurs où vous êtes mis une petite... il y a des valeurs aussi que vous mettez en avant, et donc des financeurs que vous acceptez, d'autres que vous refusez. Voilà. C'est assez large. Voilà. Bon, on pourra pour vous répondre très très concrètement, vous envoyer un dossier justement sur, par exemple, le dernier budget réalisé, le futur budget prévisionnel, nos financeurs. Vous aurez absolument tout. Pour répondre à la question de qui nous finance, ce sont les conseils départementaux, là où nous sommes bien implantés, qui nous versent des subventions, sont je dirais, eux qui sont importants au point de vue de l'apport de l'argent, mais sinon c'est tout simplement les cotisations, les renouvellements de cotisations, les dons individuels. On a à l'heure actuelle pas de mécènes vraiment, on en a
que très peu, des mécènes individuels, mais ça monte pas au-dessus de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros grand maxi. Donc on va développer toute une politique de développement du mécénat. Maintenant, on a une éthique et on ne veut absolument pas de dérive sectaire, quelle qu'elle soit politique ou qu'elle soit religieuse. Donc on a une extrême vigilance. Pour répondre à la question maintenant du bureau et du CA, il y a dedans des gens qui sont des conservateurs en activité, des conservateurs du patrimoine ou des anciens conservateurs du patrimoine. Il y a Benoît de Sagazan, qui est le directeur de l'Institut du Pèlerin. Donc, vous voyez, voilà des types de personnalités qui siègent au conseil d'administration. Bon, mais il y a aussi des gens qui ont été des pionniers dans leur secteur géographique et qui, du coup, ont rejoint le conseil d'administration, qui est un conseil d'une douzaine de personnes. Le conseil d'administration se réunit 2 fois, 3 fois par an, grand maximum. En revanche, nous avons des bureaux opérationnels qui, eux, se réunissent 2 fois par trimestre pour aborder toutes les questions et tous les choix stratégiques que nous devons faire. L'ambition, c'est d'être très réaliste. On sait bien, on a dit il y a 40 500 églises en France à l'heure actuelle qui sont affectées. C'est sûr que si on arrive à passer de 162 à 200, puis 500, puis 1000, à l'horizon 2030, 2040, ça sera déjà extraordinaire. Nos cousins belges, avec près de 500 églises, en 15 ans, ont fait un travail colossal pour arriver à atteindre le chiffre de 10% des églises en Belgique. Donc, s'il y avait seulement 10% des églises en France, vous voyez où on arriverait sur les 40 000. Hein. On serait à plus de 4 000, et là, nous sommes à l'heure actuelle à 162. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir comme ambition, avec l'aide d'autres, d'atteindre les 10% dans quelques décennies. Voilà. Mais plus vite ça ira, mieux ça vaudra. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on privilégie? On a beaucoup réfléchi justement à la lumière de ce que fait la Belgique, de leurs résultats, avec aussi tous ceux qui font des circuits, avec particulièrement la Via Saint-Martin. Voilà, merci. Les chemins de Saint-Martin en France. Et ce qu'on se dit, c'est que probablement, il faut prioritairement viser les lieux où les gens passent, déambulent, s'arrêtent sur des chemins qui sont des chemins de pèlerinage, qui sont des chemins de randonnée à bicyclette, à pied. Les gens circulent de plus en plus à l'heure actuelle. On sent très bien toute la mutation qui est en train de s'opérer sur le plan sociologique, sur le plan de la civilisation. Les gens sont nomades, en mouvement, en recherche. Donc, on se dit que peut-être que le bon plan, c'est de piqueter avec les grands chemins de Compostelle, de Saint-Martin, qui traversent la France, en priorité ces lieux-là. Toutes les églises peuvent pas adhérer, c'est pas possible. En revanche, ce qui nous intéresserait et notre mission, ça serait qu'à travers ces modèles d'ouverture et cet accompagnement d'ouverture, ça redonne espoir autour, en auréole concentrique, et que ça serve un peu d'exemple, d'une certaine manière, sur l'art de réouvrir nos patrimoines et de le rendre accessible. Voilà. Oui, très clair. Ça vous va? J'ai essayé de faire le plus vite possible. D'autres questions? Non? Monsieur Delaunay. Monsieur Delaunay. Oui. Oui, alors comme vous avez cité le chemin de Saint-Martin, j'en dis un petit mot et je fais juste une petite remarque par rapport au diagnostic, par rapport à l'appellation plus grand musée. Alors, je sais que c'est une terminologie aussi qui tient à cœur de nos amis de la sauvegarde de l'art français qui ont monté le concours aussi du plus grand musée de France et on voit bien de quoi il retourne. Je voulais simplement quand même souligner que, à mon avis,
les églises ne sont pas le plus grand musée de France, mais la plus grande collection de France. Oui, mais je oui. fais cette petite distinction pour une raison très simple. C'est que dans un musée, d'abord, les musées sont ouverts aux visiteurs en général. Hein. Deuxièmement, dans les musées, les œuvres sont protégées. Elles font l'objet d'une médiation. Elles sont éclairées convenablement. Quand il y a un tableau dans un musée, en général, on fait en sorte qu'il y ait quelque chose. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est trompeur de dire que les églises sont un musée. Peut-être qu'elles pourraient être un musée en devenir. Bon, encore que certains disent que les églises ne sont pas des musées. Oui, on voit bien ce que ça peut vouloir dire aussi, que ce sont des lieux peut-être plus vivants. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, donc ça c'est important parce que effectivement, on a donc nous notre petite expérience dans l'église du Cellier qui a adhéré depuis 6 mois au réseau Église ouverte près de Nantes. C'est vrai que nous sommes la première collection d'œuvres d'art de la commune, ça fait aucun doute, avec des fresques, des tableaux, etc. Mais tant que c'est pas mis en valeur, ça reste une collection qui peut être mise dans un placard et qui ne profite à personne. Bon. Alors voilà, donc ça c'est une petite distinction. Alors ensuite, effectivement, nous avons la même préoccupation qu'Église ouverte parce que Via Sancti Martini France développe l'itinéraire culturel européen Saint-Martin-de-Tours, hein, qui est donc comme Compostelle, à Francigena, qui passe chez vous à Arras aussi. On travaille beaucoup avec eux et on a à la fois le souci, l'objectif d'aider les marcheurs pèlerins qui partent sur les chemins. Actuellement, là, par exemple, j'ai 2 pèlerines qui nous ont demandé de l'aide, qui sont entre Vichy et Lyon et qui vont donc pérégriner et qui m'envoient des belles photos des églises dans lesquelles elles rentrent avec des photos sympas. Bon, alors ça, c'est magnifique. Et deuxièmement, c'est aussi la mise en valeur du patrimoine lié à Saint-Martin-de-Tours. Et comme le dit notre délégué scientifique Bruno Judic, qui est professeur émérite de l'Université de Tours, le patrimoine martinien n'est pas énorme, il est gigantesque. Et c'est un peu notre problématique. Saint-Martin, c'est la médaille de bronze, si vous voulez, du podium olympique pour les églises. Il y a 45 000 églises à peu près en France, comme vous l'avez dit. Bon, en numéro 1, c'est la Vierge Marie, hein, avec les cathédrales, Notre-Dame en tête à Paris. En numéro 2, c'est Saint-Pierre. Et en numéro 3, c'est Saint-Martin, qui a le plus d'églises, 4000. Alors évidemment, 4000 églises, quand on se réunit en conseil d'administration, on se dit quelles sont les églises qu'il faudrait en priorité aider dans leur projet de mise en valeur, etc., etc. On est sollicité comme vous, hein. Et on essaye de prioriser. Donc, on a en particulier les églises qui sont sur nos chemins. Voilà. Et c'est en cela qu'on est solidaire d'Église ouverte parce que à chaque fois qu'une église Saint-Martin adhère au réseau Église ouverte, on sait que c'est une église dans laquelle nos marcheurs vont pouvoir rentrer, comprendre ce qu'ils ont sous les yeux, découvrir un patrimoine martinien, mais pas que. Donc c'est en cela que les synergies sont intéressantes entre nous. Merci beaucoup Christophe pour votre intervention. C'est promis, je ne parlerai plus du premier musée de France, je parlerai des collections. Vous avez totalement raison et merci pour tout ce travail de synergie qu'on va faire ensemble. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, il y a quelqu'un qui a le... Monsieur... Oui, Stéphane Van den Bulck, c'est ça, oui. Je suis dans le Pas-de-Calais et on a eu le plaisir de rencontrer Mademoiselle Rosio, là, Margot, il n'y a pas très longtemps. Notre souci, alors, on a créé, de par notre association, tout un circuit avec différentes possibilités, 8, 3, 11 kilomètres, etc., en créant des intérêts tout le long de ce chemin avec des panneaux parlant de la faune, de la flore, de l'histoire du village, etc. Donc c'est un tout petit village qui fait 110 habitants, adjoint à côté à un village qui fait 55 habitants. On a une église qu'on aimerait pouvoir voir ouverte. Elle a des difficultés il faut la soutenir parce qu'en fait il faut la remettre en état. Je veux dire entre guillemets, elle prend l'eau. Donc on a un besoin financier relativement important de remise en état.
Et c'est un vrai problème pour la commune. Le maire devient un peu frileux, même s'il veut continuer à faire vivre son église. Et moi, c'est l'accompagnement. Quel type d'accompagnement et comment vous pouvez nous accompagner sur cette remise en état d'église, alors qui menace pas péril, hein, mais qui, si on fait rien, elle va menacer péril. Voilà. Margot, peut-être? Alors, justement, vous embrayez un petit peu sur la partie suivante, donc c'est parfait, c'est une bonne transition. Et non, très concrètement, nous, on peut pas se soutenir pour la restauration. On peut, comme je le disais tout à l'heure, adhérer à Église verte, c'est une plus-value auprès des potentiels financiers vers qui vous allez vous tourner. Nous, on peut vous donner des petites astuces, on peut vous fournir les contacts, on peut vous dire, des fois, il y a certains appels à projets. Donc, par exemple, là, la sauvegarde de l'art français est en train de monter le même projet, une grosse souscription un peu comme a fait la Fondation du patrimoine avec un effort de l'État par rapport à la défiscalisation. Donc, voilà, ils nous ont alertés, ils nous ont dit, il y a ça qui est en place. Donc, nous, tout de suite, on peut relayer auprès de nos membres ces informations. Mais après, nous, malheureusement, on ne peut pas porter les projets de restauration. On est un soutien. Mais, oui, c'est ça. Mais c'est ce soutien-là. C'est en fait, quand je vais voir le maire et puis qu'il m'explique que ça va être compliqué, il faudra de l'argent, il faudra ci, il faudra là. Je sens que si on booste pas, ça va faire flop. Donc c'est ce soutien-là qui est important pour notre association, pour dire au maire, allez, hop, il faut y aller, quoi. Alors, l'expérience montre que quand on est rentré dans le réseau Église ouverte et qu'on a une église à restaurer, moi je l'ai vécu personnellement dans mon village de 400 habitants, 1 million de travaux d'euros à faire, quand il y a le label, même si les travaux sont pas finis, ils sont en cours, mais il y a le panneau, la bannière, le QR code. Je vous assure que la municipalité, le sous-préfet et la Fondation du patrimoine du secteur disent là il y a un label et donc je dis pas qu'on a une sorte de priorité, mais on est considéré différemment dans la course aux demandes de subventions. C'est sa valeur de label. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il y a derrière une garantie que ça ne sera pas investi en pure perte et que l'église sera fermée après. Voilà. C'est un plus énorme. En fait, église ouverte égale église vivante. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. Alors, Christophe Delaunay, vous souhaitez réintervenir et après on va passer, il reste 2 fois 10 minutes encore d'exposé et puis encore des temps d'échange. Donc peut-être rapidement, Christophe, pour qu'on puisse passer… Moi, je vais être très rapide, c'est pour dire que pour que le projet là que vous évoquez avance, il faut 2 choses inséparables. Premièrement, il faut que vous ayez les informations sur tous les financements qui existent. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Et on manque d'un guide au niveau national qui soit un guide exhaustif. Mais ça, c'est pas uniquement le boulot d'Église ouverte, c'est le boulot de la plateforme patrimoine religieux qu'il faudra qu'on arrive à créer. Je vous signale quand même que l'architecte des bâtiments de France du Maine-et-Loire vient de réaliser, en liaison avec le département, le diocèse, etc., un guide qui est très bien fait. Bon, il n'est pas complet, il y a des choses qui manquent, mais c'est quand même une très bonne base pour aider justement les communes dans la réflexion sur la restauration et avec des indications de partenaires possibles. Mais il y a beaucoup de possibilités, plus qu'on ne le croit. Malheureusement, elles sont peu connues. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait à côté du projet de restauration un projet, je dirais, culturel, un projet touristique, un projet qui doit être fait en parallèle du projet de restauration. Vous achetez une maison, vous avez un projet, combien de chambres en fonction du nombre d'enfants, combien est-ce que je veux un grand salon, un petit salon, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit fleurir des projets de restauration qui coûtent 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros et on ne sait pas en face pourquoi faire. Il faut que vous ayez une église, un vrai projet culturel. On va ouvrir aux Journées du patrimoine, on va ouvrir aux Journées du patrimoine de pays, on va faire 3 concerts par an, l'église sera ouverte, il y aura des visites, on fera venir les enfants des écoles. Il faut un projet. Voilà, et c'est les 2 qui vont s'articuler l'un avec l'autre. Ok. C'est une réponse magistrale. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va peut-être enclencher 10 minutes sur
comment on rejoint le réseau. À nouveau, Margot, allez-y. Pour nous rejoindre, je vous ai mis une petite diapo pour et si c'était pas vous, et si c'était vous qui adhérez au réseau prochainement. Donc depuis 2 ans, ça va faire 8 ans que je travaille à l'Église verte, mais depuis 2 ans, j'ai une nouvelle question qui émerge. C'est mon église est moche, est-ce que je peux adhérer? On me l'avait pas posée, mais là, elle arrive de plus en plus. Et donc, en fait, oui, on ne valorise pas Évidemment, toutes les églises sont belles, de toute façon. On va toujours trouver quelque chose. Mais on valorise pas la beauté, on valorise les équipes qui font vivre l'église. On valorise les églises vivantes. Donc, si votre église est vivante, que vous avez une volonté de la faire vivre, on vous accueille, qu'elle soit moche. Après, voilà, ça, c'est un préjugé et chacun pense ce qu'il veut. Mais donc, vous pouvez être une église rurale avec, on a une commune où ils ont 30 habitants, l'église est dans le réseau. 37, on va être juste. Vous pouvez être aussi une église de centre-ville. Donc, on a les églises de Lille. On a aussi des cathédrales, évidemment. Évidemment. Les cathédrales n'ont pas besoin du réseau Église ouverte. Ça, on est tous d'accord, je pense. Elles vivent par elles-mêmes. Elles sont fréquentées, c'est naturel. Mais par contre, elles sont des porte-étendards, puisqu'elles vont faire rayonner le réseau. Comme nous, on valorise les petites églises. Donc, le fait qu'il y ait la cathédrale de Lille qui a adhéré au réseau, ou une autre, mais là, celle de Lille, on a aussi l'église de Bousbec qui est inscrite dans cette église et qui est à quelques kilomètres. Donc, les gens peuvent pousser, alors que naturellement, ils n'iraient peut-être pas forcément vers cette église. Donc, c'est pour ça qu'on ne refuse pas les cathédrales, même si elles n'ont pas besoin de nous, mais elles sont importantes pour les autres membres du réseau. Ensuite, vous avez par exemple ici Mortane, donc elle a fait partie d'un autre label aussi, Petite Cité de Caractère. Voilà, on travaille beaucoup avec eux. Votre église est en travaux, vous pouvez aussi adhérer. Voilà, vous avez autant de figures. On a aussi, on a quelques exceptions aussi, c'est ce qui confirme la règle, avec des biens privés. Là, on a un ancien couvent dans le Luberon qui a adhéré au réseau. Donc voilà, on accueille tout le monde du moment que vous avez la volonté de faire vivre l'église. Et donc, pour nous, qu'est-ce qu'ouvrir son église? Je vais aller très vite parce que c'est ce que Christophe nous a dit juste avant. Donc, on souhaite que le visiteur se sente accueilli, qu'il se sente attendu. Donc, ça passe par une église propre. Ça passe par une église peut-être avec des fleurs fraîches. Pensez à enlever le bouquet fané ou dépoussiérer le bouquet de fausses fleurs. Ça peut passer aussi, ça passe par les coins accueil. Donc là, vous avez quelques exemples de beaux coins accueil mis en place, avec un coin enfant aussi. Vous avez aussi parfois des coins avec une cafetière. Donc là, c'est une église sur la Via Francigena, donc le chemin qui relie Canterbury à Rome. Donc, Monsieur le maire a installé une cafetière il y a 4 mois, au début de l'été. Et un pèlerin lui a envoyé un message arrivé à Rome en lui remerciant puisqu'il a eu le meilleur accueil sur toute la route à Rocchini. Donc voilà, ça l'a marqué. C'est important. Voilà, on a une église, voilà, là, on a Saint-Marcouf avec des dessins. Ils ont fait un concours de dessin. Ils ont un nif centenaire devant. Donc voilà, c'était le sujet. Une inauguration d'une exposition en haut. Et puis là, c'est aussi, voilà, on parlait de faire venir les enfants. C'est une école de danse qui, à l'occasion de la nuit des églises, travaille avec l'équipe locale et ils organisent, voilà, un événement. C'est l'occasion de la nuit des églises avec l'école de danse, l'école de musique. Et donc, quand vous faites venir les enfants participer, vous avez les parents, les grands-parents qui viennent et donc votre église, elle est comble. Donc voilà. Pour le côté plus pratico-pratique pour nous rejoindre, c'est pas très chiant. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de bien identifier vos besoins, voilà, pour que nous on puisse savoir vous répondre. Et c'est remplir le dossier d'inscription Église ouverte, voilà, qui est pas très méchant, mais qui est très important pour votre page internet, pour la plaque façade. J'attire votre attention pour la charte d'engagement. Il faut faire signer la charte au curé affectataire, puisque c'est lui, selon la loi 1905, qui a le dernier mot pour ouvrir ou non l'église. Donc, c'est très important, puisque les 3/4 des membres qui adhèrent au réseau sont des communes. On a aussi des associations, et on a aussi quelques paroisses, mais donc, quand c'est une commune et une association, on veut bien s'assurer qu'on a l'accord du curé affectataire. Quand vous adhérez au réseau, il faut bien définir la période d'ouverture. Donc, on ne vous demande pas d'être ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On vous demande d'être ouvert de manière significative à la hauteur de vos moyens. Donc, si vous pouvez ouvrir
seulement tous les week-ends, vous ouvrez seulement tous les week-ends. Si vous pouvez ouvrir pendant la saison estivale, vous ouvrez pendant la saison estivale. Si vous pouvez ouvrir pendant les vacances scolaires, vraiment ce qui est possible pour vous, ça ira, du moment que c'est pas ouvert qu'une semaine dans l'année. Voilà, qu'il y ait quand même une régularité et que ça soit ouvert de manière significative. On a aussi plusieurs membres du réseau qui ont essayé. Ils ont ouvert de juin au mois d'août. Ils ont vu que ça roulait bien. Donc, ils nous ont appelés. Ils ont dit, on va continuer jusqu'à la Toussaint. Donc, OK, on va agrandir vos horaires d'ouverture sur le site Internet. Puis, arrive à la Toussaint, finalement, on est bien rodé. On va ouvrir toute l'année. Donc, voilà, vous pouvez aussi commencer entre guillemets petit. Puis, peut-être, vous verrez que c'est pas si compliqué et vous pouvez faire plus. Mais après, petit, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour nous rejoindre, ce qui est vraiment les points de vigilance à avoir. Après, pour certaines équipes ont peur, c'est remplir la petite fiche des 6 éléments remarquables. On est là pour vous accompagner. Vous avez aussi les chargés de mission patrimoine dans la plupart des départements où on est présent. On est en contact avec eux. Ils sont très heureux d'aider les équipes locales à rédiger, à définir ces éléments remarquables. Donc ça va aller. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc là, je vous le dis tout de suite avant que vous me posiez la question du coût d'adhésion au réseau Église ouverte. Donc, quand vous adhérez au réseau, la première année, c'est 350 €. On vous remet tout le matériel de communication que je vous ai présenté plus tôt. On met en place le site Internet. Voilà, il y a tout le réseau se met en place à ce moment-là. Et les années suivantes, c'est 160 €, puisque vous avez toujours le coût du site Internet. Vous avez le renouvellement de la carte touristique qui est renouvelée tous les ans. Vous avez l'accès à nos expositions. On va y revenir plus tard dans la dernière partie, mais on a toute une série d'expositions qu'on vous prête gratuitement. Donc voilà, cette cotisation couvre cet accès, l'accès à nos formations, webinaires et autres. Ensuite, on a quelques cas d'églises multiples, où on a une commune, par exemple, qui a adhéré avec quatre églises, ou alors une association avec 2 églises. Voilà, donc on a un prix préférentiel, entre guillemets, puisqu'on a essayé de voir si vous avez par exemple un guide d'ouverture, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir les 2 guides pour les 2 églises. Un guide pour une équipe, ça suffit. Voilà. On a essayé de réduire au maximum les coûts pour que ça vous revienne moins cher pour la 2e église. Donc, quand vous avez 2 églises, la première est à 350 et la 2e à 200. Et pareil pour le renouvellement, c'est 160 la première, une cotisation normale, et la 2e à 100. Et comme vous avez aussi des églises en travaux qui adhèrent au réseau, donc qui n'est pas forcément ouverte, mais qui, le fait d'être en ligne, elle bénéficie de la promotion. Donc, par exemple, elle peut faire vivre sa souscription. Donc, c'est le cas d'Arnec, mais aussi de Vimoureux. Voilà, je peux vous en citer 2, qui font aussi également énormément d'animations pour faire vivre leur souscription. Donc, en fait, ils utilisent le site Internet, ils utilisent nos outils de communication, mais ils ne sont pas ouverts. Donc, la première année, c'est 200 € et les années suivantes, c'est 50 € quand l'église est fermée en travaux. Puis après, voilà, on a pris tous ceux qui adhèrent en fin d'année, qui n'ont pas bénéficié de toute la communication annuelle, ils ont un petit prix préférentiel pour qui couvre les outils. Donc, voilà pour la cotisation. Et enfin, une fois que tout ça est mis en ordre, en état de marche, voilà, vous disposez des outils et vous les mettez en place dans l'église. J'attire votre attention, si vous êtes monument historique, pour apposer la plaque et la bannière, il vous faut l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Mais après, sinon, il y a des astuces. Je crois, c'est Monsoreau qui est présent, qui a mis un panneau à côté de l'église avec la bannière qui est très propre et ça fonctionne aussi bien. Je laisse Marie-Josée pour la partie suivante. Oui, alors effectivement, dans ce processus qui consiste à rejoindre le réseau, l'un des moments, je dirais, phares et qui clôt la démarche, c'est le fait de s'approprier le projet par un lancement officiel. Et on constate que c'est toujours très positif parce qu'en fait, ça permet de faire se rencontrer le maire, le curé affectataire, l'équipe locale, de faire venir la presse, d'avoir du coup tout un impact, toute une diffusion, et surtout, ça rend une fierté en fait à une commune, à une paroisse, et ça rend une fierté à la petite équipe locale qui ouvrait timidement,
qui nettoyait timidement et qui fleurissait timidement. Donc le lancement officiel, c'est le final du processus de rejoindre un réseau. Et à ce moment-là, tout le monde prend conscience que cette église qui était finalement, entre guillemets, isolée, elle a rejoint une dimension qui est une dimension locale, départementale, régionale, voire internationale. Et tout le monde est valorisé. Et je vous assure, il y a une fierté retrouvée qui est impressionnante et une dynamique qui se fait à ce moment-là qui est très forte. Voilà, alors on a prévu, après ça, à nouveau quelques questions si vous souhaitez, et puis il restera encore 10 minutes d'exposer, mais on est parfaitement dans les temps, et à 11h30, tout sera terminé, ne vous inquiétez pas. Et merci de poser des questions. Sandra, qui est la modératrice, vous répond. Et bien sûr, on vous enverra tous les documents que vous souhaitez et que vous demandez directement à Sandra. Alors, qui souhaite intervenir sur cet aspect entrer dans le réseau, rejoindre le réseau concrètement? Peut-être qu'il n'y a pas de questions. J'espère qu'on ne vous a pas assommé. Non? Ah, à nouveau Christophe, oui. Oui, j'apporte juste une petite précision qui peut permettre aussi de répondre à la personne qui posait la question sur les valeurs. En voyant la photo de la présidente encadrée visiblement par le curé qui est en sortie peut-être de messe et peut-être à sa droite par le maire, c'est ça. C'est de préciser que en ce qui nous concerne via Sancti Martini France comme Église ouverte et accueillante, nous sommes apolitiques et non confessionnels. Et ça veut dire très simplement que nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons aussi bien avec le curé qu'avec le maire, et nous n'avons pas ni à faire de prosélytisme, ni à prendre de position politique en quoi que ce soit. Donc c'est important de le préciser. Tout à fait. Et c'est mieux en le disant. Voilà. Et on sert d'interface souvent. Et on refait du lien souvent entre les deux. Alors, il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Si? Moi, j'ai déjà parlé, mais vous pouvez reparler. Voilà. Moi, je suis venu à cette vidéo aussi avec cette question de comment réouvrir des églises. Mais effectivement, peut-être que c'est une étape d'après église ouverte. Il faut déjà une équipe qui fonctionne. Vous l'avez dit, que ça soit un peu accueillant, etc. Moi, je suis en plein cœur de Lyon. Vraiment le plein centre, et j'ai 3 églises fermées depuis plus de 8 ans à côté de moi et qui ont été tour à tour des endroits d'accueil de migrants ou alors ouvertes pour des plans froids, pour des sans-abri, etc. Mais il y a vraiment 3 églises immenses qui sont fermées tous les jours depuis 10 ans et barricadées, et où voilà, il y a un peu d'exploration, comme on appelle l'urbex, qui s'y passe. Et voilà, moi, je suis venu à cette vidéo aussi avec cette question-là. Est-ce qu'il y a une possibilité grâce au réseau, d'avoir un peu plus de force vis-à-vis de la municipalité ou du diocèse pour dire, voilà, ces églises-là sont fermées depuis 10 ans. Il y aurait peut-être une voie pour qu'on puisse la réouvrir au moins un week-end par mois, ou voilà, commencer petit à petit. Est-ce que c'est des cas que vous avez traités? Margot, peut-être, ou Sandra, vous avez est-ce qu'on l'a traité, ce sujet-là? L'église qui est... Oui, on a eu... on a eu des cas de figure où effectivement les églises étaient fermées depuis de très nombreuses années, même plus que 8 ans, plus que 10 ans, et qui ont réouvert, mais il y avait déjà une équipe en place. En fait, c'est ça, pour que l'Église ouverte fonctionne, se mette en place, c'est qu'il faut une volonté de départ, une petite équipe en place pour soutenir cette ouverture. Donc là, j'ai 2 exemples en tête, et il y a eu une volonté. Ouais, il y a une volonté qui est partie, et ça a été d'abord une volonté d'une association. Ils ont échangé avec le maire et la paroisse, et le projet s'est mis en place. En fait, il faut, pour qu'Église ouverte fonctionne, pour
même si vous n'adhérez pas au réseau, hein, pour ouvrir une église, le problème de base, c'est de réunir tout le monde autour de la table et voir les freins. Donc, certains vont vous dire la sécurité. D'autres vont vous dire pourquoi je vois pas l'intérêt. Et donc, après, il faut déconstruire tous ces freins d'abord. Parce qu'en fait, on a tous des a priori. Tous, non. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur l'ouverture de l'église. Et il faut se mettre autour de la table et discuter. Et à partir de là, tout est possible. Mais il faut une petite équipe pour mener le projet de base. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, il faut un tout petit noyau très déterminé. Voilà. À partir du moment où il y a un petit noyau déterminé, c'est jouable. Mais il y a quand même un minimum. D'autres questions? Martine Van den Bergen, c'est notre amie belge, c'est la présidente de l'Église ouverte Belgique qui a suivi le webinaire. Martine. Oui, bonjour la France. Bonjour. Donc oui, d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour ce lancement webinaire qui va fort inspirer, je pense. Bonjour Martine. Bonjour. Je voulais juste réagir par rapport à la dernière question. Il faut savoir que Marc Heinen, donc qui a lancé vraiment le projet Église ouverte en 2007, donc il était jeune pensionné et on lui a demandé de rentrer à l'époque dans la fabrique d'église. Et donc, il avait fait un voyage quelques années avant avec son épouse en Suède où il avait découvert des cartes dépliants qui reprenaient toutes les églises, tous les édifices qui étaient ouverts dans le pays. Et donc, il est revenu vers la fabrique d'église en disant, voilà, j'accepte de rentrer dans la fabrique d'église, mais pas pour une église fermée. J'ai pas envie de consacrer du temps bénévolement pour un patrimoine qui est tout le temps fermé. Il faut un projet. Et donc, au début, la fabrique d'église a dit, OK, on va faire le projet, on va ouvrir l'église. Il dit, ah non, il faut un réseau d'églises ouvertes. Donc, je trouve ça important. Donc, d'un côté, il faut rassembler effectivement des bénévoles et des équipes pour ouvrir l'église. Mais je crois que de l'autre côté, si vous avez un projet, ça va stimuler des personnes, des villageois autour pour adhérer, pour participer. Et il faut savoir que nous, en Belgique, donc c'est pas nécessairement la fabrique d'église qui s'occupe de l'ouverture. C'est souvent de nouveau, c'est le projet qui amène des bénévoles. Et donc, vous avez souvent des personnes qui habitent à côté de l'église, donc il y a vraiment un côté social. Donc, ces personnes qui sont seules, on leur demande d'ouvrir et fermer l'église le matin et la fermer le soir. Et c'est des personnes qui ont, qui retrouvent quelque part un objectif, et qui sont toutes fières d'avoir cette mission-là. Au niveau de leur patrimoine, quoi. Donc, et de nouveau, cette fierté de ces habitants, on le voit, c'est assez extraordinaire, quoi. Donc, voilà, juste ce que je voulais un petit peu rajouter par rapport à ça. Et je voulais juste rajouter aussi, mais ça, c'était une question précédente et très pratique par rapport aux 6 éléments remarquables. Le folder, donc, on peut imprimer. Nous, en Belgique, je vais pas m'avancer si la France le propose, mais ce qu'on propose aussi, c'est les 6 éléments. Vous l'imprimez une fois, vous plastifiez, vous mettez cette fiche à l'entrée de l'église, et donc les visiteurs peuvent utiliser la fiche pour faire le tour de l'édifice et puis la remettre une fois qu'il a visité l'église, quoi. Donc ça, c'est aussi un moyen de mettre en valeur à moindre coût par rapport à l'impression de folder. Voilà, merci. Merci Martine. Et l'éclairage, moi je suis heureuse comme tout que vous viviez en direct la manière dont on fonctionne, voyez, dans le réseau Église ouverte Europe. Voilà, vous avez l'exemple concret de ce travail croisé, de synergie, qui est extrêmement productif. On va peut-être passer au dernier volet qui sera très rapide. On sera dans les temps, on aura fini à 11h30, ne vous inquiétez pas. Là, on va vous dire quelques mots sur la vie dans le réseau. Qu'est-ce que c'est très concrètement? Alors finalement, ça se traduit de la façon suivante. Les églises qui sont rentrées dans le réseau et les gens qui sont rentrés dans le réseau ne sont plus seuls. Alors, il y a déjà
des rencontres. Il n'y a pas un calendrier fixe des rencontres, mais vous êtes sûr d'en avoir au moins une par an, minimum, au moment de la distribution des nouveaux outils annuels, en particulier des cartes et le réassortiment du matériel qu'on donne à votre église adhérente. Mais il peut y en avoir beaucoup plus. Il peut y avoir des rencontres trimestrielles, des rencontres organisées dans un secteur qui est beaucoup plus limité. Ça peut prendre des formes de convivialité, de visite d'église, de groupes de travail, de fabrication d'un événement au commun. Tout dépend en fait combien il y a d'églises dans le réseau et à quelle distance elles sont les unes des autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une église qui est dans le réseau, l'équipe qui porte cette église n'est plus seule, puisqu'il y a des rencontres, et pas seulement des rencontres par téléphone, par webinaire ou par mail. Et puis, il y a en plus, Margot, des formations. C'est ça, oui. On a tout un volet de formation qu'on met en place. Donc, ces formations, je vous rassure, on n'arrive pas avec nos gros sabots et on dit, nous, on sait, vous avez qu'à écouter. L'idée, c'est vraiment de partager ensemble. Et donc, ça peut être différentes thématiques. On a celle qui était très demandée, c'était la sécurité dans les églises, vous vous en doutez bien. Ensuite, on a l'accueil dans les églises, on peut avoir la communication, on peut avoir la conservation. Voilà, on a toute une série, un volet de formation. Et donc, l'idée, c'est qu'on s'interroge tous ensemble sur cette notion sécurité, accueil, voir les éléments de réponse que vous pouvez apporter. Hein. On n'a pas la science infuse. Et vous pouvez aussi partager votre expérience auprès des autres membres. Et puis après, on reprend tous ensemble, donc avec nous, notre retour d'expérience, avec notre retour d'expérience également. Et on a des professionnels avec nous également lors de ces formations. Donc, ça peut être le conservateur des antiquités et des objets d'art. Ça peut être la commission diocésaine d'art sacré, voilà. Donc, qui aussi, eux, reprennent en fonction de la thématique et apportent leur contribution à cette question. Donc, on va continuer de faire fonctionner ce volet formation. On va peut-être utiliser également les webinaires pour diffuser plus largement les formations. Et quand on a des formations, on distribue des ressources qu'on met à disposition de nos membres en ligne sur notre site internet, puisque sur notre site internet, on a ce qu'on a appelé notre boîte à outils, mais sur notre site, vous verrez accès adhérent. Donc, quand vous adhérez au réseau, on vous donne un petit code pour aller dans cette boîte à outils. Et là, vous retrouvez en ligne toutes nos ressources. Par exemple, là, ce webinaire, on va le rendre public un mois et après, on va le mettre dans la boîte à outils. Voilà, c'est quand on a des formations, on va créer des fiches méthodologiques, on va les mettre dans cette boîte à outils, des contacts intéressés et autres dans cette boîte. Donc vraiment, c'est de la faire vivre en fonction de vos retours. Ensuite, on a mis en place un Frama Group. Donc, c'est un groupe de discussion interne aux membres du réseau. Quand vous adhérez au réseau, on vous met sur ce Frama Group. Et donc, si un autre membre du réseau aux 4 coins de la France veut vous envoyer voilà, j'organise un concert, voilà ce que je vis veut partager son expérience, il peut l'envoyer à tous les membres du réseau via cette adresse, sans que toutes les adresses mail ne soient diffusées. Et pareil, si vous avez une question, vous pouvez aussi utiliser ce Frama Group et peut-être d'autres membres du réseau ont eu cette même question et ont des éléments de réponse à vous apporter. Donc, le réseau Église ouverte est également force de proposition et de soutien. Donc, on peut avoir souvent des idées. On en a même trop. Il faut qu'on se calme un peu des fois parce que faut que ça suive. On a là, je vous ai mis quelques exemples de jeux pour les enfants. On a vraiment, je crois, au public familial pour faire redécouvrir ce patrimoine. Donc, vous avez un exemple autour de l'art roman dans le Pas-de-Calais. On a aussi un exemple, le bestiaire dans les églises. On a fait un concours photo il y a quelques années sur cette thématique. Et donc, il y avait une église du réseau qui a pris l'exposition dans son église le temps de l'été. Et en fait, comme il y avait 3 églises du réseau autour de cette église, on a proposé un petit jeu où les visiteurs étaient invités à visiter les 3 églises pour retrouver dans quelle église était le petit cochon, le petit coq et autres, la petite gargouille. Et puis, on avait mis un petit questionnaire. On l'a aussi fait à la cathédrale d'Arras.
et ça avait bien fonctionné. Les bénévoles de la cathédrale d'Arras m'ont dit que la 4G n'avait jamais autant fonctionné que cet été-là. Ensuite, on a mis en place, on a proposé aux membres du réseau, après libre à eux de le faire ou non, hein. C'est vraiment des propositions, les apéros patrimoniaux. Donc l'idée, c'est de faire réseau dans le réseau. Donc inviter les habitants à venir redécouvrir l'église. Donc on propose une visite classique à ce moment-là de l'église. Et puis devant l'église, ou un petit marché, non justement, pas un marché, quelques producteurs. L'idée, c'est d'éviter justement le marché devant l'église, mais avoir quelques producteurs qui viennent faire découvrir leurs produits locaux. Donc c'est 1, 2, 3 producteurs. Et puis voilà, les gens qui viendraient pour les producteurs locaux découvrent en même temps le patrimoine religieux. Et inversement, ceux qui sont intéressés par le patrimoine religieux découvrent des acteurs du territoire. Donc c'est vraiment, nous, à Église Ouverte, on valorise le terroir, et donc ces apéros patrimoniaux, ça fonctionne vraiment complètement dans cette proposition. Et là, je vous ai mis la fiche qu'on a fait, une petite campagne de communication qu'on a fait cet été. Mon église est instagrammable parce que toutes les églises sont belles et vous avez des angles de photos magnifiques à prendre. Donc voilà, c'était une petite campagne de cet été. Toujours dans ce volet force de proposition et de soutien, voilà, on a des idées, mais vous avez aussi des idées. Et donc, on est là pour vous accompagner, mettre en œuvre ces idées. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Roquigny qu'on a inauguré aux Journées du patrimoine, là, tout récemment. Donc, ils ont voulu mettre en place une exposition consacrée à leur église. Et donc, c'est le dernier projet mis en place. Et donc, pour continuer justement cette force de proposition et de soutien, on ne vous oblige pas, mais on vous incite fortement à participer à la Nuit des Églises. On est partenaire de l'événement et la Nuit des Églises est à cheval dernière semaine de juin, première semaine de juillet. Donc, ça ouvre la saison estivale. Donc, généralement, nos membres du réseau aiment bien proposer un événement, prendre une exposition à l'occasion de cette Nuit des Églises et la faire durer durant l'été, peut-être que le mois de juillet ou juillet-août. Et puis après, il y a les Journées du patrimoine où là, ça vient clôturer cette saison. Donc, parfois, les membres du réseau se demandent quand proposer un événement où ils vont attirer le plus de monde. Donc, on leur propose plus la Nuit des Églises qui est spécifique, alors que les Journées du patrimoine, vous allez être noyés dans un éventail d'animation et où les gens vont aller chercher des lieux où ils n'auront pas l'habitude d'entrer, alors qu'une église, ils peuvent y entrer à d'autres moments qu'aux Journées du patrimoine. Là, vous avez aussi un exemple d'une animation dans une chapelle du réseau à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Donc voilà, c'est des événements qui sont un peu incontournables et c'est l'occasion de faire vivre votre église en vous inscrivant dans ces événements. Après, n'hésitez pas à proposer aussi des événements lors d'animations plus locales, la fête du village. Là, on a une église où il y a la foire commerciale sur la place d'à côté, donc ils ouvrent et animent l'église en même temps. Quand on a plusieurs églises dans un mouchoir de poche dans le réseau, on aime bien proposer des circuits. Donc là, c'est le dernier qu'on a édité cet été. Donc, c'est Mémoire de guerre, de la Grande Guerre dans les Flandres. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et là, c'est un autre projet qui revient, c'est le Speti, c'est une association locale qui, depuis 2 ans, nous demande de venir animer des visites décalées des églises du réseau. Donc, ils ont cette association fait partie de la com de com, et sur les 14 communes de la com de com, il y en a 7 dans le réseau, donc c'est exceptionnel à l'échelle nationale. Et donc voilà, Sandra et moi, on est médiatrice du patrimoine, on a fait des études dans ce domaine, et donc on peut vous proposer des visites guidées, des visites un peu décalées avec les pédagogies innovantes. Et donc c'est cet exemple que je vous remets. Donc c'est là où ils allient effort, hein, donc ils font le tour des églises à vélo, de 4 églises à vélo. Ils font, voilà, Sandra leur a proposé différentes activités autour de 3-4 églises, et puis il y a un petit temps de réconfort puisqu'ils vont au restaurant le midi, parce qu'après l'effort, c'est le réconfort, c'est bien connu. Donc voilà, là c'est toute une série d'expositions clés en main qu'on vous met à disposition. Là, je vous ai mis les titres, mais on va passer de différents, et je vais passer la parole à Marie-Josée. Donc, et c'est, je dirais, la conclusion. Il nous reste quelques minutes encore. Vous voyez que finalement, Église Ouverte France s'adapte à chaque projet spécifique d'église locale.
il ne faut pas concevoir l'entrée dans le réseau comme un poids, une charge supplémentaire et des sous à sortir. C'est fondamentalement un soutien et surtout un portage et une entrée à une autre échelle. On n'est plus seul. Et retenez bien l'idée qu'il n'y a pas de critères d'éligibilité. Les seuls réels, c'est une ouverture significative et régulière, une volonté de faire vivre cette Église, et puis une petite équipe locale de bénévoles motivés et prêts en fait à se battre et à nous prendre par la main. Voilà, c'est ça le projet Église ouverte, et je crois vraiment qu'il est à la portée en France de toute une série d'entre nous. Voilà, il reste 5 minutes encore pour les questions. S'il y en a. Marie-Josée, je souhaiterais dire un mot. Oui, Michel Tilly, président fondateur. Alors, bonjour à tous. Je n'ai pas pu participer au début, mais il y a un mot que je n'ai pas entendu et qui me paraît très important. Le réseau Église ouverte ouvre des portes. On s'est aperçu par l'expérience que là où on était présent, on devient connu, et notamment les conservateurs, les architectes, savent quel est le travail qui est fait, et ça apporte un petit plus. Donc, il faut savoir qu'on est, comment dirais-je, on ouvre des portes. Voilà, tout simplement, ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. On n'ouvre pas simplement la porte de l'église, mais on ouvre d'autres portes. Mais merci Michel de ton intervention. Serait-ce le mot de la fin? Ah, peut-être. Sandra, il y a des questions qui sont remontées ou des interventions? Oui, Christophe. Alors, oui. Moi, je fais une petite page publicitaire complémentaire avec ce qu'on vient de vivre, qui était très intéressant, pour dire que notre ami Benoît de Sagazan organise le forum associatif du patrimoine religieux. Et donc, le 4e forum aura lieu le 21 novembre prochain à 9h30. Donc, je me permets de signaler ce créneau. Je suis peut-être un peu chauvin, mais je serai un des intervenants. Donc, voilà, c'est en exclusivité que j'annonce ça. Benoît m'a sollicité. Donc, ce sera 4e forum associatif du patrimoine religieux le 21 novembre, en visio comme ce matin, à 9h30. Et on trouve les infos sur le lien de l'association Patrimoine Environnement, qui est un de nos partenaires. Voilà, ça complète la gamme des échanges. Et ça vous montre à quel point on travaille en synergie. Voilà, et on le veut et on le souhaite. Monsieur Van den Bulck, à nouveau, question? Oui, allez-y. Votre micro est coupé. Votre micro. Voilà. Non, c'est pas une question, c'est simplement un remerciement que je voulais adresser à toute l'équipe et à tous les participants, parce que on avait déjà reçu Margot et on avait déjà eu pas mal de choses. J'ai voulu reparticiper à ce webinaire pour étoffer davantage, et voilà, je suis comblé, donc merci beaucoup. Je vais ventiler tout ça auprès de l'équipe, reprendre certainement contact avec Margot pour avoir des guides par rapport à la restauration nécessaire, mais j'ai entendu aussi que il fallait peut-être pousser à l'ouverture et à rentrer dans le réseau
pour obtenir des facilités. Donc voilà, je vais réorganiser une réunion locale autour de ce projet et ce webinaire. Un grand merci parce que ça restaure beaucoup de choses dans ma tête. Mais merci, c'était ce qu'on espérait, mais c'est jamais gagné d'avance. Voilà, mais merci de nous le dire et de nous le dire publiquement. D'autres interventions? Je vois aussi qu'il y a des messages qui s'affichent. Bien Sandra sûr. a partagé le lien du Forum associatif du patrimoine religieux. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pourrez le faire facilement. Tout à fait. D'autres questions, d'autres prises de parole? Il est 11h31. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Donc, on vous dit au revoir à tous et on espère vous retrouver bientôt, directement, indirectement, comme vous le souhaiterez. Et Margot et Sandra et moi et toute l'équipe, on est vraiment à votre disposition. Vous voyez, même de Belgique. Alors, bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci la France, à bientôt. Bravo. Merci. Au revoir. Merci.